On commence? Oui, Allez. Donc, bienvenue à tous, dans ce webinaire. Donc on continue, hein, la série de la semaine avec un sujet autour de la biomasse, agricole. Nous allons vous présenter déjà AgroSolutions pour ceux qui n'auraient pas encore participé à un webinaire plus tôt dans la semaine. Ensuite, on vous exposera les grands enjeux, de la biomasse, agricole, notamment le cas des cives. Et puis on vous fera un retour, d'expérience sur, le déploiement des cives dans la région, Grand Est. Hop, donc pour ce webinaire, je serai accompagnée, de, Fabienne, qui est consultante senior, agri-énergie et transition bas carbone, et Valentin Méret, qui est consultant agri-énergie et transition bas carbone également. Donc un petit mot sur, AgroSolutions. Donc AgroSolutions, on fait partie du groupe, InVivo. InVivo qui est une union de plus de 200 coopératives, agricoles réparties sur, tout le territoire, national. Donc c'est une union qui touche à peu près à 1 agriculteur, sur 2 et donc qui explique notre proximité, avec le terrain. AgroSolutions, donc on est donc, une filiale, conseil en agro-environnement. On est, 51 collaborateurs. On a notre siège social, à Reims, mais on a, 6 bureaux, voilà, assez bien répartis aussi sur le territoire, comme vous le voyez. Historiquement, AgroSolutions, donc nous, on existe depuis 45 ans, pas vraiment sous cette, forme, mais en tout cas, historiquement, on était, le service technique du groupe InVivo et on animait et on anime toujours, en fait, un des plus gros, réseaux d'expérimentation, avec les coop InVivo. Des expérimentations, en fait, qui visent à tester des produits, des semences, sur, leur, performance technique, mais aussi, environnementale, puisqu'en fait un agriculteur va avoir besoin, de connaître les caractéristiques, de ce qu'il utilise, au champ et donc c'est les coopératives qui vont lui délivrer ce conseil et donc nous on anime, ces réseaux depuis 1975 sur, les grandes cultures, l'arboriculture, la vigne et les légumes. Donc au-delà de notre, ancrage, terrain qui nous caractérise, un autre, point qui nous caractérise, c'est le fait, dans la majorité de nos projets, de s'adosser à des, à des références, scientifiques et à travailler avec, des acteurs, scientifiques, instituts techniques, recherche, via des programmes, il y a des programmes, emblématiques, hein, que vous connaissez peut-être, par exemple Carbon Think, qui est un programme, français avec le gouvernement français qui nous a permis de construire la méthode, grande culture du label, bas carbone. Le projet Marvic qui lui est à une échelle européenne et qui vise à développer la politique carbone, farming. Et puis d'autres, aussi projets emblématiques sur d'autres sujets qu'on travaille comme la biodiversité et les sols. Typiquement, le projet, Apprivoise, par exemple, qui vise à identifier et définir des indicateurs de biodiversité. Voilà, tous nos partenaires sont sur la slide, je vous laisse la consulter. Donc AgroSolutions, c'est, une expertise, terrain finalement qui s'organise, selon, 6, leviers qu'on déploie, tout au long de la chaîne de valeur, de l'agriculture, c'est-à-dire, vraiment de l'amont agricole, les coopératives, les fournisseurs, d'intrants notamment, jusqu'aux industriels, voire distributeurs agroalimentaires, en passant par, les collectivités, les collectivités territoriales, les acteurs de l'énergie, les acteurs de l'eau. Ces leviers, on va de l'agronomie pure, à des thématiques, voilà, plus actuelles, comme, tout ce qui tourne autour du climat notamment, ou de la ressource, en eau. Aujourd'hui, on va vous parler des agri-énergies qui est aussi un gros sujet que nous traitons chez AgroSolutions depuis, 2019-2020. Par agri-énergie, on entend surtout agrivoltaïsme et méthanisation. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient, loupé, on a fait un webinaire, hier sur l'agrivoltaïsme et il sera disponible en ligne sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine, comme, tous les autres webinaires d'ailleurs. Voilà, donc l'énergie qui est un sujet, crucial, hein, pour remplir nos objectifs, de réduction de l'empreinte, carbone française.
et qui sont des sujets très, ancrés dans les territoires. Je laisse donc la parole à mes collègues sur la biomasse. À tous. Donc, on va rapidement parler de la biomasse agricole avec une petite définition pour comprendre le contexte avec quelques enjeux. Donc, quand on parle de biomasse agricole, déjà, ça rentre dans tout le domaine de la biomasse, dont la biomasse agricole fait partie. Et au sein même de la biomasse agricole, on a des biomasses différentes et diverses. Vous avez en bas de la slide quelques exemples à ce sujet. On va parler en premier lieu d'une biomasse primaire. Donc, c'est la biomasse qui va être produite sur la parcelle de l'exploitant en tant que telle et qui ne subira pas de transformation. Donc, c'est le cas des cultures principales, comme le blé par exemple, ou le cas des cultures intermédiaires comme les cives, donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique, dont on parlera plus précisément par la suite de la présentation. On a aussi d'autres biomasses qui sont dites des biomasses secondaires. Celles-ci, elles proviennent d'une biomasse primaire en amont, mais elles ont subi une transformation. C'est le cas des effluents d'élevage. On a un animal qui va ingurgiter une alimentation, qui va passer par son système digestif et qui va être transformé en déjection, donc des effluents qu'on va pouvoir par la suite valoriser en énergie. Et on a d'autres biomasses comme les résidus de culture. Donc, c'est pas une biomasse qui a été produite en tant que telle par l'agriculteur dans l'objectif de la vendre. C'est un dérivé, enfin, c'est un coproduit de la culture principale. Dans le cas du blé, qui est le plus courant, on a le grain de blé que l'agriculteur va vendre et on a les résidus de paille derrière qui restent au champ ou qui sont exportés pour l'élevage, par exemple. Et donc, ça fait aussi partie des sources d'énergie. On a du coup pas mal de biomasses différentes de disponibles, surtout dans la biomasse agricole, mais on a aussi beaucoup d'usages de la biomasse différents. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enjeux, surtout au niveau de la décarbonation de la filière, parce qu'on va pouvoir créer de l'énergie à partir de cette biomasse. C'est ce que souhaite faire et ce que traduit la SNBC, donc la Stratégie nationale bas carbone à l'échelle française. Et pour ça, il y a la SNMB, la Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, qui a essayé de prioriser les usages de ces différentes biomasses. À savoir que l'usage prioritaire de la biomasse qu'on va produire, ça va être l'alimentation, ensuite la fertilisation organique, ensuite les biomatériaux, puisqu'ils vont avoir une capacité à stocker du carbone aussi à long terme, la chimie, l'agriculture va forcément contribuer, puisqu'on a une diversité de cultures qui nous permet d'avoir une pluralité de molécules disponibles, et on a les carburants liquides, en particulier la première génération. On va avoir par exemple le blé, le colza, qui vont nous permettre de produire soit du biogazole, soit du bioéthanol. Et on a le gaz qui nous intéresse particulièrement, nous, dans le cadre de la production des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui vont rentrer dans cette production de biométhane. Et puis après, on a la production de chaleur et d'électricité qui peuvent se faire à partir de la biomasse. Le point d'intérêt majeur qu'il y a par rapport à tous ces éléments, c'est de se dire qu'on va avoir besoin d'énormément de biomasse, bien plus qu'avant à l'avenir, mais que si on veut produire cette biomasse, il faut réussir à maintenir la qualité agronomique de nos sols. C'est-à-dire qu'une biomasse qui est produite sur une parcelle, elle va être exportée du champ à la récolte. Et si jamais on ne compense pas ces exportations de matière organique sur les parcelles par d'autres apports, on va en arriver à dénaturer, enfin pas dénaturer, mais à baisser la fertilité et la qualité agronomique de nos sols et par conséquent avoir de plus en plus de difficultés à produire la biomasse qui va être nécessaire en plus grande quantité à l'avenir. D'un point de vue énergie, maintenant, la biomasse agricole, aujourd'hui, dans le domaine des bioénergies, c'est 36, la biomasse, pardon, en tant que telle, donc toute biomasse confondue, c'est 36 millions de tonnes de matière sèche dans le domaine de la bioénergie. La biomasse agricole, elle, va représenter la moitié de ce tonnage, c'est-à-dire 18 millions de tonnes de matière sèche. Et si on regarde à plus long terme avec des scénarios prospectifs, ce qu'a mis en place la SNBC, elle a essayé de tracer une trajectoire qu'il faudrait suivre en estimant les besoins. On a plusieurs biomasses qui vont permettre de fournir de l'énergie. Quand on parle de la biomasse agricole, ça rentre dans tout le package de la biomasse, c'est-à-dire la biomasse forestière, la biomasse agricole et l'agroforesterie. Par exemple, les haies en agroforesterie qu'on va essayer d'entretenir. Et on va couper du bois pour justement entretenir l'arrêt, ça nous permet de faire du bois de chauffe. C'est de l'agroforesterie. Et on va aussi avoir les déchets d'élevage et les autres résidus. Tout ça, ça fait partie du domaine de la biomasse. On en parle comme ça parce qu'après, c'est un petit phénomène de poupée russe. On a la biomasse agricole, et au sein de la biomasse agricole, la biomasse qui va nous intéresser aujourd'hui, les cives, et la biomasse primaire. Donc la biomasse, dans l'ensemble, ça va être 400 à 450 TWh PCS de produits à l'échelle 2050, ce qui va être estimé par la SNBC. Et à l'intérieur de ces 400-450 TWh, on va avoir besoin d'une biomasse agricole qui va devoir produire quasiment la moitié, environ la moitié, 230 TWh. Et au sein même de cette biomasse agricole, on va avoir les cives, donc les cultures primaires, donc cives, culture annuelle, la biomasse primaire, pardon, cives, culture annuelle et culture pérenne, qui vont, elles, représenter 90 TWh, soit 40% de l'énergie dont on va avoir besoin pour la biomasse agricole.
Donc tout l'enjeu, il va être justement de réussir à produire d'autant plus d'énergie à partir de la biomasse, et en particulier les cives. Donc plus précisément maintenant, une petite définition de ce que sont les cives et des petits enjeux qu'il y a autour. Donc une cive, c'est une culture intermédiaire qui est produite dans l'objectif de créer de l'énergie. Une culture intermédiaire, en petite définition, c'est sur une exploitation agricole, l'exploitant il va avoir des cultures principales, il va mettre en place une rotation. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, sur une parcelle, la culture va changer. Entre ces deux cultures principales, il va avoir la possibilité d'implanter une culture intermédiaire. Parce qu'au moment où on a la récolte de notre culture principale précédente et le semis de la culture principale suivante, il y a un petit délai qui se passe sur lequel on a la possibilité d'implanter des cultures, qui sont dites cultures intermédiaires, parce qu'elles ne vont pas rentrer en compétition avec l'alimentation, leur objectif n'est pas là. Donc sur ces petits délais de temps qui sont disponibles, on en a deux dans l'année. On a soit le délai qui est au niveau de la période automnale-hivernale, donc on parle de cives d'hiver, c'est des cycles plus longs, parce qu'entre la récolte et le semis de la culture suivante, il y aura plus de mois de disponibles. Et on a aussi une cive d'été, où là c'est un cycle plus court, parce que le délai entre la récolte et la semis de la culture suivante sera plus restreint. Donc là, on est sur des cycles plus courts de l'ordre de 2-3 mois. Les cives, globalement, ça représente 3% de la SAU de grandes cultures, donc tout ce qui va être céréales et oléoprotéagineux en France, d'après une estimation de France Agrimaire. Et parmi les agriculteurs méthaniseurs qui produisent des cives, il y en a 90% qui produisent des cives d'hiver et 67% des cives d'été. Donc les cives d'hiver sont quasiment cultivées sur toutes les exploitations, 9 sur 10 du moins, qui produisent des cives. L'autre intérêt qu'on va avoir, c'est de regarder sur le camembert de droite le mix d'intrants, donc ce qui va rentrer dans la ration du méthaniseur et qui va nous permettre de produire du biogaz. C'est de voir le poids des différents intrants. On voit que majoritairement, c'est des effluents d'élevage, à plus de la moitié, et qu'ensuite, c'est des cives qui rentrent dans la ration à hauteur de 13%, même s'il y a les coproduits des IA avant qui sont à 16%, mais les cives sont à 13%, et il faut s'attendre à ce que ça grandisse. Les effluents d'élevage, ils sont très présents, parce qu'au tout départ de la filière méthanisation, c'était surtout la filière cogénération qui était mise en avant. La cogénération s'implantait sur des territoires avec de l'élevage, globalement, et donc avec des gisements en effluents qui étaient importants. Maintenant, la filière qui se développe dans la filière méthanisation, c'est celle de l'injection, donc le fait de produire du biogaz, du biométhane, pardon, et de l'introduire dans le réseau de gaz naturel. Et ces unités de méthanisation en injection, elles peuvent se développer sur des territoires où il n'y a pas forcément de l'élevage, même s'il peut y en avoir, mais elles ne sont pas tributaires des effluents d'élevage pour produire de l'énergie, puisque maintenant on a aussi la possibilité d'amener de la matière végétale, dont les cives, qui ont cet intérêt-là, c'est de pouvoir être produite à partir du moment où il y a une parcelle disponible, il faut qu'elle soit produite. Alors après, sous quelles conditions la parcelle elle est disponible, on le verra juste après, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, tant qu'on peut cultiver une cive, on peut justement réussir à apporter de la matière dans notre méthaniseur. C'est adaptable parce que l'agriculteur sait que sur son exploitation, il va pouvoir produire tant d'hectares de cives, donc il sait à peu près ce qui va rentrer dans son méthaniseur. Et l'autre intérêt, c'est le potentiel méthanogène des cives qui est assez important. On le voit sur la partie tout à droite de la slide. Vous avez les mètres cubes de CH4, donc les mètres cubes de méthane par tonne de matière sèche produite. Les cives ont une fourchette de production qui est plus restreinte que les autres intrants, ce qui permet de se dire que peu importe la variété et l'espèce, on a une idée de ce qu'on va réussir à produire en mètre cube de CH4. Et l'autre intérêt particulier, c'est qu'une cive, c'est produit sur un hectare. Et en général, on parle de potentiel méthanogène quand on parle de mètre cube de CH4 par tonne de matière sèche, mais il y a un point qui est très important, c'est de parler de rendement méthanogène. Et le rendement méthanogène, ça va être justement le fait de prendre en considération ce potentiel et de le multiplier par le rendement de la culture à l'hectare. C'est important dans le sens où si on a une culture qui a un potentiel méthanogène élevé, mais de faible rendement à l'hectare, on va pas forcément produire énormément sur une même surface. Si en comparaison, on a une culture avec un potentiel méthanogène un peu plus faible, mais qui va avoir un potentiel de rendement bien plus élevé, on va justement pouvoir produire bien plus de mètres cubes de CH4. Voilà. La lessive, ça va aussi avoir d'autres intérêts au-delà des intérêts techniques qu'on vient de montrer là. C'est une sainte trinité après agronomique, économique, environnementale auxquelles les cives vont pouvoir répondre. D'un point de vue agronomique, il y a une amélioration de la fertilité du sol et du stockage de carbone. Les cives sont certes des cultures qui sont exportées au champ, mais il y a une production de biomasse parce qu'il y a des pratiques culturelles plus spécifiques qui sont mises en place, qui sont plus importantes que sur une parcelle qui est à nu, où il n'y aurait rien, ou une parcelle sur laquelle il y a une végétation qui est développée, mais qui n'est pas dans un objectif productiviste, donc avec des rendements en tonnes de matière sèche ou en biomasse assez faibles. Ici, on va avoir un développement de la partie racinaire également qui va se développer de manière plus importante pour les cives. Et donc,
Ça va permettre de restituer plus de racines, en tout cas au sol, des résidus également, donc la matière organique qui va être restituée, et également qui dit cive dit en général méthanisation, qui dit digestat. Et sur les parcelles sur lesquelles on a des cives, en général, les unités de méthanisation épandent du digestat, ce qui permet un retour de carbone, un carbone stable, puisque le carbone labile, lui, a été digéré au sein du méthaniseur sur les parcelles. Donc, ça a un intérêt pour le stockage de carbone. Il y a aussi un intérêt sur la compétition aux adventices, parce que plutôt que d'avoir un sol nu où les cultures vont pouvoir se développer spontanément, ici, on va avoir une culture de cive qui va justement étouffer le développement des adventices. Et on a aussi des intérêts économiques, parce que un agriculteur qui produit que de l'alimentaire va aussi produire de l'énergie maintenant, soit en vendant ses cives, soit en vendant ses cives sur son unité de méthanisation, donc un revenu énergétique. Et il va aussi y avoir une résilience d'un point de vue purement agronomique, parce qu'il y aura, en général, quand il y a une unité de méthanisation qui s'implante sur une exploitation, on a une diversité dans la rotation qui est plus importante. Donc on va avoir plus de résilience vis-à-vis des aléas climatiques, parce que plus de cultures différentes peuvent s'adapter en fonction des contraintes. Et on a aussi plus de temps sur lesquels nos parcelles sont couvertes, donc plus de climats différents qui évoluent au fur et à mesure de l'année, qui peuvent être bénéfiques, comme qui peuvent aussi également être négatifs, mais vu qu'on a plus de cultures, on est censé retrouver, être plus résilient, résister mieux aux impacts. Et il y a un intérêt environnemental, comme pour toute culture intermédiaire, de protéger le sol, surtout sur des zones vulnérables aux nitrates, pour éviter qu'il y ait des pollutions sur les nappes phréatiques avec trop d'azote, et de phénomènes de protection de l'érosion, parce qu'on va protéger le sol, et c'est aussi un phénomène de protection de la biodiversité, puisque ça va créer des refuges. Voilà. Attention toutefois à ce que la production des cives reste vertueuse, parce qu'il y a aussi des éléments, un ITK qui est plus spécifique, donc plus de travail pour l'agriculteur, mais aussi plus de passage de fertilisants, peut-être de carburant. Donc il y a ces points d'attention à avoir. Ben, merci Valentin pour cette introduction sur les définitions et les enjeux de la biomasse agricole et notamment des cives. Dans cette deuxième partie du webinaire, on voulait revenir sur un cas d'étude, un retour d'expérience sur le Grand Est, voir si finalement on pouvait déployer ou pas facilement les cives sur un territoire un peu contrasté. Alors tout d'abord, le Grand Est, c'est une des premières régions pionnières de la méthanisation. Fin 2022, on n'était pas loin de 300 unités installées et fin 2023, première région productrice de biométhane injecté, mais également aussi en nombre d'unités installées. Comme pour les autres régions, la filière a commencé au démarrage par la cogénération, et on voit sur les graphiques, notamment les intrants que la cogénération peut aller chercher. Comme tu le disais Valentin, la cogénération s'est beaucoup développée sur les effluents d'élevage, et de plus en plus on retrouve des matières végétales dont les cives font partie. Depuis quelques années, on voit que l'injection se développe, et l'injection, on voit en termes de répartition, ne va pas avoir les mêmes intrants, en tout cas pas la même totalité d'intrants, et on va retrouver beaucoup plus de cives et de matières végétales que ce que la cogénération pouvait utiliser. Donc on sait que les cives vont être un des leviers du déploiement de la méthanisation. Fin 2022, d'après l'Observatoire Climaction, ça représentait déjà pas loin de 530 000 tonnes qui étaient utilisées, et 88% de ces 530 000 tonnes étaient déjà valorisées par les unités d'injection. Donc finalement, la question, c'est est-ce qu'on va avoir suffisamment de surface, de potentiel de production dans ces territoires pour pouvoir atteindre les objectifs soit régionaux, soit nationaux. Alors pour regarder ça, il faut déjà regarder le territoire de manière un peu agricole, c'est-à-dire finalement mon territoire, si on prend le cas du Grand Est, comment il se définit. On peut dire de manière un peu caricaturale, si on le regarde de manière assez macro, qu'on peut retrouver 3 grandes rotations types sur le territoire du Grand Est. Tout d'abord, on va avoir la zone plutôt champagne-crieuse, si on peut la définir comme ça, qu'on va appeler rotation 1, qui va être une dominante céréalière avec des cultures industrielles, type pommes de terre et betteraves. On va retrouver une deuxième zone qu'on va appeler rotation 2, qui est plutôt une zone intermédiaire de polyculture élevage. On va retrouver une dominante de cultures céréales d'hiver, d'oléagineux et de protéagineux. Et enfin, une troisième zone qu'on va appeler rotation 3, qui va être aussi une dominance céréalière, mais avec une plus forte dominance du maïs. Et pourquoi on regarde finalement ces cultures et ces surfaces? Si on veut savoir finalement si on va avoir de la disponibilité pour implanter les cives, à la fois d'hiver et d'été, il va falloir regarder les cultures qui sont déjà cultivées, les cultures principales qui sont déjà cultivées.
Dans le cas des cives d'hiver, en fait, une cive d'hiver, elle va faire sa production, sa biomasse, plutôt en fin de son cycle, au mois d'avril, au mois de mai. Pour qu'elle puisse avoir le temps de faire cette production, il faut que derrière, on ait des cultures qui se sèment suffisamment tard. Et donc, finalement, les cultures qui vont permettre l'introduction de cives d'hiver, ça va être du maïs grain, du maïs fourrage, du soja, du tournesol ou du sorgho. Et dans des rotations 1, où là, on va retrouver beaucoup plus de pommes de terre, de betteraves, on va avoir un peu plus de difficultés à introduire ces cives d'hiver. À l'inverse, sur les cives d'été, ce qu'on va regarder, c'est plutôt les cultures qui vont libérer les parcelles assez tôt. Ça va être l'orge d'hiver, le pois d'hiver qui vont se récolter dans les premières cultures, ce qui va permettre à la cive d'été d'être semée le plus tôt possible pour avoir un temps maximal de production et espérer avoir suffisamment de pluie pour que la biomasse soit produite. Lorsqu'on a évalué l'ensemble de ces surfaces sur un territoire, pour savoir si ces surfaces sont réellement disponibles, on va appliquer des ratios et notamment un ratio qu'on appelle rotation. On va s'assurer que finalement, entre ces surfaces-là que je viens de vous définir et les cultures soit d'avant, soit d'après, on a le temps suffisant pour produire nos cives. Si on prend l'exemple des cives d'été, on va regarder finalement l'orge d'hiver qui se récolte tôt. Effectivement, on peut implanter une cive d'été. Mais si cette orge d'hiver est suivie d'un colza, on sait que le colza va être semé mi-août à fin août. Finalement, ça ne laissera pas suffisamment de temps à la cive d'été de se développer. Donc de ces surfaces globales qu'on a comptabilisées, on va défalquer les surfaces qui font que les successions culturales ne nous permettent pas d'implanter les cives. Et donc de ces surfaces, on va définir un potentiel de surface. Donc c'est ce que vous avez ici en termes de graphique, où là, si on se dit juste en regardant vraiment techniquement, est-ce qu'on peut ou pas implanter des cives en dehors des contraintes pédoclimatiques de ressources en eau, voilà les surfaces potentiellement disponibles. En été, ce qu'on peut retrouver pour les cives d'été sur le territoire du Grand Est, on pourrait avoir de manière maximale pas loin de 200 000 hectares et pour les cives d'hiver, pas loin de 300 000 hectares. Si on regarde un peu plus finement par rapport aux rotations, si on se concentre sur les cives d'été, on voit que sur la rotation 3, qui est plutôt à dominante maïs, on voit que ça va être compliqué d'introduire des cives d'été parce qu'on est beaucoup sur des rotations avec du maïs sur maïs qui ne laissent pas la place à l'implantation de cives d'été. Et si on regarde maintenant sur les cives d'hiver, par exemple sur la rotation 1, on voit qu'on peut mettre des cives d'hiver, mais pas de manière très importante, du fait des cultures type betterave, pommes de terre, qui certes laissent une interculture longue, mais pas suffisamment longue pour pouvoir produire la biomasse de cives d'hiver, parce que ces betteraves, ces pommes de terre vont devoir être semées ou plantées plutôt février ou mars, ce qui ne vont pas laisser suffisamment de place à la cive d'hiver de se produire. Donc on voit que rien que les rotations culturales vont déjà avoir un impact sur la possibilité ou non d'implanter ces cives. Et ces surfaces, ensuite, on les traduit en potentiel énergétique pour voir si finalement, à l'échelle d'un territoire, on peut ou pas atteindre ces objectifs. Donc ces potentiels, on les a traduits via des hypothèses de rendement qui sont affichées ici. On a converti ensuite ces tonnages via les références de base liées à la base de données Metasim. Ce qui nous amène sur les cives d'été, toutes rotations confondues, donc ces 3 territoires confondus sur le Grand Est, à un maximal pour les cives d'été à pas loin de 1000 gigawattheures par an. Donc 1000 gigawattheures par an, ça peut correspondre si on prend alors on l'a converti via des unités en injection. On se dit qu'une unité en injection en moyenne maintenant c'est autour de 15 gigawattheures par an. On a tout fait sur l'injection, ça simplifie les calculs. Ça nous permettrait, tout ce potentiel, si toutes ces surfaces étaient semées, d'avoir 73 unités sur le territoire du Grand Est qui pourraient être alimentées par des cives d'été. Néanmoins, on peut se poser vraiment la question sur les cives d'été, finalement quel potentiel réel pour les cives d'été? Sur ce secteur, on avait interrogé pas mal d'acteurs et finalement les retours qu'on peut avoir sur les cives d'été sur le territoire du Grand Est, c'est que finalement ça reste plutôt des cultures d'opportunité. C'est-à-dire que même certains agriculteurs nous le disaient, parfois on a du mal à faire déjà pousser nos sipans parce qu'on n'a pas beaucoup de biomasse, parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Donc les cives d'été, c'est encore plus compliqué. Donc certes, on a la surface, on a un potentiel énergétique, mais dans la réalité, si on le remet par rapport aux contraintes pédoclimatiques et à la ressource en eau, c'est un potentiel qui est à voir à la baisse. Par contre, sur les cives d'hiver, les retours d'expérience, beaucoup moins de taux d'échec, beaucoup de réussite, plus de 8 années sur 10 en termes de réussite. Et on a un potentiel en gigawattheures autour de 2500, ce qui représente autour de 160 unités. Néanmoins, il ne faut pas oublier, il y a déjà pas loin de 530 000 tonnes de cives qui sont consommées, soit l'équivalent de 35 unités. Donc si on se concentre uniquement effectivement sur les cives d'hiver, sur le territoire du Grand Est, on a un potentiel, si bien évidemment, on
transformer toutes ces surfaces comptabilisées en cives, on a un potentiel autour de 1,8 à 2,4 TWh par an. Donc on n'est pas loin des objectifs régionaux d'ici 2030. Ça contribuerait, les cives pourraient contribuer de manière très importante aux objectifs régionaux, à plus de 60%. Néanmoins, si on le regarde par rapport aux objectifs nationaux d'ici 2030, qui sont autour de 44 TWh, la région Grand Est, via les cives uniquement, pourrait contribuer de l'ordre de 4 à 5%. Donc cette biomasse, on peut déjà l'optimiser si on optimise en fait cet ITK, c'est-à-dire on choisit les bonnes espèces par rapport à ces conditions pédoclimatiques, on adapte les dates de semis, les dates de récolte, on adapte sa fertilisation. C'est déjà une des clés pour optimiser cette biomasse et pouvoir atteindre ces objectifs nationaux. Néanmoins, si on veut vraiment développer ce potentiel de production de biomasse, si on regarde l'image à l'instant T, là on a pris un cas du Grand Est, mais c'est pareil pour l'ensemble du territoire français, il faudra sûrement sur certaines zones, si on veut le développer, faire évoluer, modifier les systèmes agricoles. Et modifier les systèmes agricoles, c'est-à-dire vraiment adapter les rotations pour qu'on puisse introduire ces cives d'hiver ou ces cives d'été. On vous a mis deux exemples. Par exemple, si on veut introduire les cives d'été, si on prend le cas de notre, finalement, de notre rotation 1, où je vous disais c'est blé, puis après ça va être suivi par de la pomme de terre et de la betterave. On enlève cette pomme de terre, cette betterave et on la remplace par une culture de printemps comme le maïs. On pourra introduire les cives d'hiver. Néanmoins, attention au bouleversement. Si c'est quelques surfaces, c'est pas très gênant, mais au bouleversement pour les autres filières, les filières betterave, pommes de terre qui sont déjà en place. Si néanmoins ça commence à être beaucoup de surfaces, ça peut engendrer des impacts importants sur les filières déjà existantes. Si on prend un autre exemple sur les cives d'été, par exemple, là, on a un orge d'hiver qui était suivi d'un colza. Finalement, on enlève ce colza et on met un blé pour pouvoir introduire la cive d'été. Là, on peut avoir des impacts si on regarde à l'échelle des exploitations agricoles. On va avoir plus de céréales, cuites des maladies finalement liées aux céréales. Est-ce qu'on va augmenter le potentiel de pathogènes sur certaines parcelles? Quel impact sur le stockage de carbone dans les sols? Le colza est une culture plutôt stockante, le blé un peu moins. Donc tous ces changements, tous ces bouleversements, ce sont deux cas types un peu caricaturaux, mais tous ces changements peuvent avoir des impacts directs sur les exploitations agricoles, et donc il faut les accompagner, mais aussi, on va dire, de manière un peu plus indirecte sur les filières agricoles et agroalimentaires qui sont déjà en place. Donc finalement, pour répondre à cette question, est-ce que la biomasse agricole et notamment les cives, on peut les déployer partout? Les cives, on le voit, ça va être un des leviers qui va permettre de développer la filière méthanisation. Néanmoins, lorsqu'on fait l'analyse de l'existant, on verra qu'on ne pourra pas les implanter de manière uniforme partout. Du fait des rotations culturelles, du fait des contraintes pédoclimatiques, du fait des disponibilités de la ressource en eau, il va falloir vraiment regarder finement à l'échelle de chaque territoire, à l'échelle de chaque bassin, voir s'il est possible ou pas d'implanter ces cives. Si ce n'est pas le cas et si on veut augmenter cette biomasse, il va falloir faire des adaptations des systèmes agricoles. Quel impact sur les exploitations, à la fois techniques, économiques, environnementaux, mais aussi l'impact sur les filières agricoles et agroalimentaires. Et comme le disait Valentin, les cives, finalement, c'est une des biomasses agricoles parmi toutes ces biomasses agricoles. On va avoir des enjeux pour l'ensemble des biomasses agricoles. Les agriculteurs vont devoir produire de la biomasse pour différents usages. Quelle priorisation, quelle hiérarchisation de cette priorisation? On sait que l'alimentaire, le retour au sol vont être des priorités. À l'heure actuelle, les énergies sont plutôt dans les dernières priorités. Donc, comment, à l'échelle d'un territoire, on va pouvoir finalement hiérarchiser cette biomasse et la produire de manière durable? Donc, une des solutions, c'est déjà de faire un diagnostic, l'analyse territoriale, c'est-à-dire pour pouvoir gérer efficacement notre biomasse à l'échelle d'un territoire, c'est d'aller finement faire un diagnostic, une analyse territoriale pour identifier ce qu'on est déjà capable de produire, quels seront nos besoins actuels et nos besoins futurs, sans oublier tous les changements qui vont être induits, notamment les changements climatiques. Est-ce que cette biomasse qu'on produit actuellement, on pourra encore la produire demain? Donc il est nécessaire, si on veut déployer la biomasse de manière générale agricole, mais aussi les cibles, il va être nécessaire de faire des analyses fines pour éviter d'impacter l'ensemble des filières agricoles. Et pour finir, donc AgroSolutions, on vous accompagne sur ces sujets-là, au niveau de la méthanisation, sur les diagnostics territoriaux, justement sur les études prospectives, pour voir si finalement on va être en capacité de produire des cives ou pas demain sur certains secteurs et d'évaluer toutes ces externalités. Faire des bilans carbone, on fait et on le voit. On n'a pas toujours des effets positifs sur l'introduction de cives parce qu'on va faire évoluer nos rotations. C'était l'exemple du colza. Parfois, on sort le colza de la rotation. Certes, on a un peu moins d'émissions de gel, mais finalement, on va déstocker. Les bilans sont parfois
moins bon. Donc il y a vraiment un besoin d'accompagnement sur toutes ces évolutions pour finalement essayer de garder un équilibre sur la production de biomasse et sur les impacts de celle-ci. Merci Fabienne. Donc avant de passer aux questions, juste une petite slide pour vous annoncer que nous lançons une nouvelle offre de formation. Donc AgroSolutions dispense des formations depuis 3-4 ans. C'est venu tout simplement de sollicitations de clients, hein. Donc là, on a décidé de monter un catalogue de formations à part entière. Il y a une dizaine de formations qui sont disponibles dans ce catalogue qui est sur notre site internet. Donc ça va de la biodiversité, pardon, à la fertilité des sols, aux agri-énergies, en passant par les rapports CSRD, etc. C'est assez vaste, mais c'est le lien, je dirais, entre toutes ces formations, c'est le retour d'expérience qu'on peut y mettre, puisque voilà, ce sont des formations assez appliquées aux sollicitations qu'on a, aux enjeux qu'on voit dans les projets, etc. Également un mot pour vous dire que du coup, la semaine de webinaire se poursuit. Donc, vous avez le programme qui s'affiche. Vous avez aussi donc ce programme sur les réseaux, sur notre site internet avec les liens d'inscription. Et demain, on aura un webinaire sur la fertilité, enfin sur les sols et l'agriculture de régénération avec Mickaël Bourselot et Lucie Baron. Voilà, donc on peut passer aux questions. On a 10 minutes pour les traiter, donc on va remonter le fil de discussion pour toutes les prendre. Je commence juste sur la première question, sur la liste des coopératives. Alors, elle n'est pas diffusée ni diffusable, en fait. Donc, ce sont des accords bilatéraux entre les COP et InVivo, donc on n'a pas de possibilité de communiquer cette liste. Pour les questions suivantes, je laisse mes collègues. Fabienne, tu as le visu? Ouais. Okay. Oui. Alors, une question, donc oui, des enjeux du changement climatique vis-à-vis des cibles. Donc oui, effectivement. Alors on traite bien des cibles d'hiver et des cibles d'été, et on fait bien le différentiel, parce qu'on le voit, hein, dans les retours d'enquête, dans les retours d'expérience terrain. Sur les cibles d'été, non. Alors pas l'ensemble du territoire français, mais une partie du territoire français, on voit déjà des difficultés avec des taux d'échec qui sont parfois autour de 50%. Donc on se dit que demain, et c'est des taux d'échec liés souvent à une disponibilité de la ressource en eau, donc effectivement on se dit que demain, avec le changement climatique, on aura certainement plus de difficultés sur ces cultures-là. Sur les cibles d'hiver, moins d'inquiétude. Après, il faut le voir dans comment elles s'intègrent dans une rotation. Et voilà, il faut regarder l'ensemble des assolements des rotations par rapport à des contraintes pédoclimatiques, donc par rapport à des territoires. Peut-être que dans certains territoires, on ne sera pas en capacité de produire beaucoup de biomasse parce qu'on sera sur des sols avec de moins bonnes réserves hydriques, vs d'autres sols qui auront peut-être cette chance d'avoir des sols plus profonds, et donc on pourra maximiser la biomasse sur ces parcelles. Mais effectivement, c'est un vrai enjeu, et on voit quand même une priorisation sur les cibles d'hiver vs les cibles d'été, en tout cas sur la partie cible. Une autre question, avez-vous une comparaison entre cives et engrais verts en termes de fertilité de sol et stockage de carbone? Alors, je vais remonter au niveau du diaporama. C'est ce qu'on montrait rapidement. Alors, pardon, c'est ici. Là, on a des comparaisons. Donc, c'est des modèles qui ont été tournés. C'est le modèle AMJ d'AgroTransfert qui a été fait tourner dans le cadre d'Opticive et Métal-AE, et justement les cives sont comparés à des cipans, donc on pourrait définir comme engrais verts. Et donc on voit qu'effectivement sur le stockage de carbone, on va avoir une amélioration du stockage de carbone à long terme de la cive vs un cipan classique. Souvent les cipans et les engrais verts, on est toujours autour de 1,5-2 tonnes de matière sèche par hectare. Les 6 pans à 4 tonnes, ça va vraiment dépendre des secteurs, hein. C'est vraiment le max de ce qu'on est capable de faire. Donc c'est souvent intéressant de regarder plutôt la courbe orange par rapport aux deux courbes liées aux cibles. On voit qu'effectivement, les cibles, on va quand même produire beaucoup plus de biomasse. On est entre 8-10 tonnes de biomasse à l'hectare vs 2 tonnes. Donc on a quand même une partie, même si c'est exporté, une partie des chaumes et une partie racinaire qui va rester dans le sol et qui va permettre d'améliorer cette fertilité.
Autre Et juste pour question. ajouter, Oui, pardon, vas-y, Valentin. très bien. Juste pour ajouter un point, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les cives sont rarement toutes seules dans les pratiques culturelles. On a souvent du digestat qui est amené avec, à l'inverse des cipans, qui normalement, vu qu'elles sont pas intégrées dans la rotation, dans le but de produire de la biomasse, mais simplement vraiment pour respecter la réglementation sur la directive nitrate, les agriculteurs ne viennent pas forcément amener de la matière organique dessus. Donc forcément, il y a moins de biomasse produite et il y a aussi moins de matière organique apportée par les fluents d'élevage ou là, dans notre cas, le digestat en tant que tel, qui est en plus de la matière organique qui apporte là-dessus. Merci, Valentin. Et je continue. Est-ce qu'il y a un pourcentage de surface maximum dédié aux cives autorisées par exploitation? Alors non, les agriculteurs mettent la quantité, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, la quantité de surface qu'ils souhaitent par rapport à leurs contraintes, par rapport à s'ils sont propres en termes de méthaniseurs, c'est leur propre méthaniseur et de leurs besoins. Donc là, il n'y a pas de limite réglementaire. La limite se fait par rapport à une limite technique et on va dire de charge de travail, plus qu'une limite réglementaire. Donc on voit de tout hein, dans les retours d'expérience. Certains utilisent à peine 2% de leur surface et d'autres vont le maximiser, peuvent atteindre du 50%. Ça va dépendre aussi de ses rotations culturales, de ses conditions pédoclimatiques. Ce n'est pas une généralité, ça va dépendre des secteurs. Et dans certains cas, il y a certains exploitants qui vont une année ou l'autre ne pas implanter la même quantité de cives parce qu'ils ont réussi sur une année à faire beaucoup de stock parce que ça a été des conditions qui étaient très favorables. L'année suivante, ils se disent, bah, du coup, j'ai moins besoin d'implanter. Et comme disait Fabienne, c'est des contraintes techniques derrière, des contraintes de temps, aussi un coût de production, même s'il y a un retour sur investissement avec la vente de biométhane. Mais d'année en année, ça peut être très fluctuant. Ensuite, une question sur le coût des semences. Donc effectivement, les cives, ça va être, même si c'est une culture intermédiaire, on va avoir un ITK intermédiaire finalement entre une culture principale et une culture intermédiaire. Donc il y a effectivement la semence, la fertilisation organique, la récolte à prendre en compte dans les coûts. Sur les semences, il y a 2 stratégies qui sont faites par les agriculteurs, en fonction de ce qu'ils vont implanter. Soit, ils achètent leurs semences, soit ils sont en semences de ferme, justement pour minimiser leurs coûts. Donc effectivement, un coût qui est non négligeable dans les charges de production, d'une CIF. Je continue. Est-ce qu'on a réalisé ce travail de potentiel de production pour d'autres régions que le Grand Est? Alors on a fait des études, françaises, mais plutôt macro, très macro, qui permettent d'avoir une idée globale du potentiel. On l'a pu le faire dans quelques études. On l'a fait aussi de manière spécifique sur des territoires spécifiés. Donc c'est des choses qu'on peut faire, à toute échelle et l'échelle la plus fine est sûrement la plus intéressante parce qu'on va vraiment pouvoir définir un vrai potentiel, par rapport à déjà, ce qui existe sur le territoire. Je vois qu'il y a d'autres questions. Est-ce qu'on a des retours sur l'évolution du ratio matière organique stable, matière organique labile avec l'exportation de cives et l'apport de digestat? J'en ai pas à ma connaissance. Je ne sais pas si toi, Valentin, tu as des infos sur cet élément. Sur le ratio entre les deux, j'avoue que c'est une question très intéressante et j'ai pas connaissance non plus de bibliographie en tant que telle qui traite de ce sujet-là. Par contre, il y a eu beaucoup de références biblio qui sortent et qui sont sorties sur le stockage de carbone en tant que tel, surtout des comparaisons avec une situation sans méthanisation avec méthanisation, à savoir qu'est-ce que ça fait de épandre de la matière organique de type effluent d'élevage sur une parcelle avant la méthanisation et comment ça évolue si à la place on met des cultures intermédiaires cives et qu'on vient épandre du digestat dont la fraction labile est effectivement bien digérée en amont au niveau du méthaniseur. Ça, c'est des questions qui sont plus de l'ordre du stockage de carbone en tant que tel et pas forcément sur ce ratio fraction stable, fraction labile, effectivement. Donc, à ma connaissance, pas non plus. Il y a effectivement, pas mal, d'études et de ressources qui ont été faits, hein. Il y a le site, je ne veux pas me dire de bêtises, c'est Fertidige. Les derniers webinaires, j'ai un doute. En tout cas, qui parle beaucoup de la gestion et de l'utilisation du digestat. Il y a aussi, le projet Métabiosol,
qui a été pas mal communiqué fin juin, donc ils pourront peut-être vous donner quelques informations. En tout cas, c'est les dernières références en date. Et puis après, il y a des journées recherche de l'innovation qui ont lieu à Pau, qui peuvent parfois, enfin, en tout cas, on peut avoir des sujets dessus, donc à creuser effectivement dans les ressources. Dans les autres questions, donc avez-vous déjà eu l'occasion d'utiliser le cahier des charges agronomiques pour un projet de méthanisation publié par l'ADEME? Et si avez-vous eu des retours sur les parties risques, opportunités, lessives? Alors, si je ne veux pas dire de bêtises, c'est n'hésitez pas à compléter si je ne réponds pas bien à la question. Je pense que c'est par rapport au cahier des charges qui a été mis à jour par l'ADEME pour avoir des financements et justement la partie agronomique est de plus en plus prise en compte. Alors, pour notre part, on n'a pas fait d'accompagnement encore sur ce niveau-là. Je ne pourrais pas vous répondre si on a fait des. Enfin, je ne peux pas vous répondre oui sur les retours risques, opportunités des cibles. En tout cas, n'hésitez pas, on peut rééchanger sur ce sujet. Après, est-ce que les cibles sont-elles automatiquement autoconsommées? Ça va dépendre, mais une grande partie sont quand même autoconsommées. C'est-à-dire que les agriculteurs sont souvent méthaniseurs, donc ils ont leur méthaniseur en propre de manière souvent collective. Ou sinon, on a effectivement une partie des agriculteurs qui vont aller alimenter, par exemple, un méthaniseur plutôt territorial. Mais on a effectivement une grosse partie qui sont autoconsommées par les agriculteurs eux-mêmes. Complément, et ça c'est un complément de Sylvain, je pense, sur une de nos réponses, donc Sylvain d'Arvalis. Donc, complément sur les questions précédentes, à biomasse équivalente, un engrais vert rapportera plus de carbone unifié au sol, même avec l'apport équivalent de digesta. Et comme tu pouvais le préciser, je pense, Valentin, les CIF produisent plus de biomasse. Les études Opticive et Carbosims confirment ce stockage potentiel pour de bons niveaux de biomasse avec retour de digesta. Merci Sylvain pour ton complément. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Je regarde des deux côtés, est-ce qu'on a le chat et le questions et réponses? Je pense que oui. En tout cas, je vois qu'on arrive quasiment à la fin. N'hésitez pas, le webinaire sera en replay. Vous aurez aussi nos adresses mail dans ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en direct si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations. On sera bien évidemment disponible pour y répondre. On vous remercie en tout cas pour votre présence et on vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation si vous continuez de nous suivre les prochaines semaines. Merci, bonne journée. Merci.